Donc, Pathé est une société qui est plus que centenaire. Elle a été créée en 1896 par Charles et Émile Pathé, deux frères, qui ont eu l'idée de commercialiser en France, à Paris, des inventions qu'on doit à Edison, le phonographe et le kinétoscope. Le phonographe, c'est un appareil qui va permettre l'écoute et l'enregistrement de cylindres de cire. C'est un appareil qui est d'abord destiné au bureau. On propose d'enregistrer des lettres qu'un patron va dicter à sa secrétaire et ensuite enregistrer, réécouter. Très vite, l'appareil va évoluer vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'écoute de morceaux musicaux. Et le kinétoscope se présente comme en fait une boîte rectangulaire sur lequel c'est une boîte qui déroule dans son intérieur un film. Et quand on se penche sur l'oculaire, on voit se dérouler un film. C'est le principe, on a déjà le principe du film, mais pas encore celui de la projection que mettront au point les frères Lumière quelques mois plus tard. Donc, l'écoute, la diffusion d'images animées, c'est encore à ce moment-là à Paris des attractions. Edison a par exemple présenté son phonographe en 1889 à l'exposition universelle. Le kinétoscope, on le voit dans des salles, disons, de loisirs où il suffit de glisser une pièce de monnaie pour voir un film. Mais on est dans l'idée de l'attraction, mais pas encore dans celle du spectacle. Ce qui intéresse aussi Charles Pathé, c'est que ses produits coûtent très cher. Et un des points forts de la société Pathé va être qu'elle va les fabriquer en France et donc réduire les coûts de fabrication. Elle va les fabriquer en France, elle va réduire les coûts de fabrication et permettre une diffusion beaucoup plus large dans la société grâce à des prix d'accès de plus en plus modiques. Qui sont Charles et Émile Pathé? Ce sont deux frères qui sont nés au début des années 1860 dans une famille extrêmement modeste puisque les parents ont été un temps bouchers charcutiers. Ils ont même dépecé des animaux à la Villette. Enfin, ils ont mené pendant plusieurs années une vie extrêmement difficile et ils se sont installés à Vincennes, qui était une petite ville où il y avait beaucoup de garnisons, et trouvé là une clientèle qui leur a permis, qui était donc celle des garnisons, qui leur a permis de s'enrichir. Charles Pathé, dans ses deux biographies, il a écrit une biographie en 1926 et une autre au début des années 40. Dans ces deux biographies, il raconte qu'il a dû travailler très jeune, ce qui peut être nuancé, mais on comprend que ces deux enfants viennent d'une famille de commerçants. Et c'est un paramètre qui est quand même assez important dans ses débuts, parce qu'il a cette fibre commerciale que vont lui reconnaître par la suite et ses administrateurs et ses actionnaires et bien sûr ses clients. Émile Pathé dans cette aventure est plutôt le frère second, et c'est-à-dire qu'il suit l'aîné dans son désir d'entreprise de ce qui deviendra Pathé, et il va plus particulièrement s'atteler à la branche du phonographe au fil des mois. Charles Pathé, lui, conservera celle du cinématographe. Malgré ses origines modestes, Charles Pathé est quelqu'un qui va aller à l'école jusqu'à ses 15 ou 16 ans environ, et on suppose qu'il a il y acquiert un certain savoir et une certaine culture. Le phonographe arrive assez fortuitement dans la vie de Charles Pathé après qu'il ait essayé de trouver sa voie pendant quelques années. Il va même passer quelques années en Argentine en essayant de s'associer ou il est impliqué dans différentes entreprises, mais c'est une fois revenu à Paris, alors qu'il semble qu'il s'occupe des affaires de son père, qu'il va découvrir ce qu'est le phonographe.
qui est à cette période encore un appareil extrêmement cher, puisque à l'achat, un phono coûte environ 1000 francs, ce qui équivaut à peu près 4000 € actuellement. C'est un appareil de démonstration et il emprunte de l'argent à un de ses amis pour pouvoir donc acheter un phonographe. À ce moment-là, cet appareil est importé de Londres. Il va en faire la démonstration dans des foires. Et Charles Pathé va être forain durant l'année 1894 et il va comprendre en quoi cet objet peut être attractif, puisque cette grosse machine en fait est pourvue de différents écouteurs, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à 8 ou 10 ou plusieurs pour écouter un morceau de musique, et chaque audition est au prix de 10 centimes, ce qui est une somme extrêmement modique qui correspond à un salaire horaire vraiment très très bas pour les ouvriers les plus modestes en fait. Donc on imagine bien que sur une foire, payer 10 centimes pour écouter un morceau, ça coûte pas cher. Et il obtient comme ça un succès assez important, au point qu'il va assez vite doubler le prix de ses auditions et même établir un premier commerce à la fin de l'année 1894. Alors c'est une période où on voit fleurir quelques annonces qu'il passe dans la presse, et il ouvre un premier magasin, boulevard de Vincennes, où il va vendre des phonographes donc importés de Londres, de chez Robert William Paul, et c'est des appareils qu'il va vendre aux forains qui à leur tour feront des auditions. Le premier bond en avant de Charles Pathé, c'est la création de Pathé Frères, la première société créée en septembre 1896, qu'il crée donc avec son frère Émile grâce à l'argent qu'il a hérité, puisque ses parents sont décédés, et ces modestes bouchers charcutiers en fait se sont finalement assez bien enrichis. Le père est devenu rentier et il a acquis un certain nombre de terrains dans le sud-est de Vincennes. C'est sur ces terrains que seront bâties certaines des usines cinéma de Pathé. Charles Pathé s'intéressait au kinétoscope, donc cette boîte qui fait à peu près 1,10 m de haut, et si on se penche sur elle, on peut voir défiler un film. Donc c'est une invention qu'on voit en France en 1894, et beaucoup d'inventeurs à cette période s'intéressent au défilement de l'image animée. Donc Charles Pathé commence à commercialiser des phonographes, et son intérêt pour le kinétoscope, en tout cas pour l'image animée, il va l'affirmer en travaillant avec Henri Joly, qui est un inventeur qui va financer pour une somme importante, qui est l'équivalent aujourd'hui de plus de 16 000 €, en lui demandant de mettre au point un appareil qui permet d'enregistrer ou de projeter les images. Donc Henri Joly va inventer une caméra dont on ne garde pas vraiment la trace chez Pathé par la suite. Et il avait imaginé aussi un kinétoscope à 4 oculaires. Donc on est toujours dans l'idée d'une construction qui permet de visionner des films, mais toujours par une personne à la fois. 4 oculaires, ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui visionnent le même film. Et c'est les frères Lumière donc, qui, en donnant la première projection publique et payante à la fin de l'année 1895, qui vont lancer ce qu'on appelle désormais le cinématographe, et même assez vite le cinéma. Et les frères Lumière vont mettre à la fois un point final et un coup d'accélérateur à cette course au brevet et à ce pari qui est de restituer une image animée sur un support. Et à la différence du kinétoscope, eux choisissent de projeter une image, et ça va être, voilà, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de cinéma. L'idée de se rendre ensemble dans une salle ou dans
dans une salle quelle qu'elle soit pour voir un film sur un grand écran. Un principe que n'avait pas du tout le kinétoscope, bien qu'on puisse voir un film quand on regardait à travers la machine. Cette association va durer quelques mois et se terminer par une dispute et donc elle sera sans suite, mais elle va quand même lancer Charles Pathé et son frère sur cette voie cinématographique. À la fin de 1897, les frères Pathé sont en mesure de proposer un catalogue d'une douzaine de films. Donc ce sont des films assez courts et qui, pour beaucoup, reprennent ce que les frères Lumière avaient pu montrer au Grand Café, boulevard des Capucines. Le commerce que les deux frères ont ouvert à Paris, donc rue de Richelieu, on est à proximité des grands boulevards, un quartier de Paris qui est celui des attractions, celui de la nouveauté, celui des passages. Donc en fait, on vient depuis le 19e siècle découvrir un peu toutes ces illusions et ces illusions d'optique. Donc eux s'installent à proximité et ce commerce va très bien fonctionner au point que au second semestre 1897, ils sont approchés par un entrepreneur qui s'appelle Grivolas, qui va leur proposer de racheter leur magasin pour créer une société anonyme en formation. Alors cette proposition, Grivolas l'a d'abord faite à Méliès, qui l'a refusée, et les frères Pathé vont l'accepter. Et à la fin de l'année 1897 est créée la société anonyme de la Compagnie Générale des Phonographes et appareil de précision, donc qui sera connu sous la marque Pathé Frères d'abord. Et cette étape, en fait, va être cruciale pour la société puisqu'elle va lui donner une nouvelle dimension. Les frères Pathé sont donc deux fils de commerçants, des commerçants extrêmement brillants, mais le fait d'être intégrés dans une société anonyme va faire de simples directeurs techniques et commerciaux. Donc Charles Pathé va être plus consacré au cinéma et Émile Pathé au phonographe. Et ils vont être intégrés à une organisation qui comprend un conseil d'administration, bien évidemment, qui est animé par des industriels et des financiers des bassins lyonnais et stéphanois. Donc des personnalités comme Jean Néré ou Léon de Vilaine, qui viennent, eux, de la première révolution industrielle, qui en ont subi les contre-coups à la fin des années 1880, mais qui sont des hommes qui ont quand même cette fibre de l'investissement et qui, avec Grivolas, font le pari d'investir dans des industries nouvelles et qui, en tout cas celle du phonographe et du cinématographe, qui sont ce que vont devenir en quelque sorte les loisirs. Ils auront aussi assez vite comme président qui succédera à Jean Néré, Francisque Gabet, qui est un des patrons des agents de change de Lyon. Et pendant de très nombreuses années, Lyon va être le pôle financier de Pathé, c'est-à-dire que les banques sont lyonnaises, l'actionnariat est lyonnais, tout ça est organisé dans le cercle de ces administrateurs, mais les souscripteurs parisiens vont finalement être assez peu nombreux jusqu'à avant les années 1910. Donc, en cela rien d'étonnant, comme beaucoup de sociétés françaises, en fait, à cette période, l'argent vient de Lyon.
Donc dans cette organisation, Charles-Émile Pathé sont de simples directeurs. Ils ne sont même pas administrateurs délégués, un rôle qui va être confié à un gestionnaire qui a beaucoup plus d'expérience qu'eux. Et c'est relativement intéressant en fait dans l'organisation de la société parce qu'ils vont être soumis et quasiment pendant toute la période où Charles Pathé sera directeur de la société, ils seront soumis à un contre-pouvoir qui est celui du conseil d'administration, parfois de l'administrateur délégué, où ils vont être toujours obligés de développer leurs idées, prouver par des chiffres que ça va marcher, et prouver par un chiffre d'affaires et des bénéfices que ça a marché. Et cette espèce de match continu, à mon sens, va être une des forces, un des moteurs de la société. Donc, que font ces administrateurs qui investissent dans cette société nouvelle, qu'on connaîtra désormais sous la marque Pathé Frères, puis Pathé? D'abord, ils vont permettre l'édification d'une usine à Chatou, qui va être consacrée à la fabrication des phonographes et des cylindres. Les phonographes sont des appareils qui permettent d'écouter des cylindres de cire que l'on va disposer dans son salon, parfois dans des cafés-concerts, et puis en actionnant l'appareil, on entendra un morceau de musique qui va durer quelques minutes. Le temps d'écoute varie selon la taille du cylindre. Ces cylindres seront remplacés en 1906 par des disques. Et l'usine, en produisant donc en France, va faire que les prix de revient vont baisser et que le prix de vente baissera aussi. Et quand on consulte les catalogues Pathé Frères des premières années, et par exemple un catalogue en 1898, on se rend compte que l'appareil le plus modeste, qu'on appelle le coq, j'y reviendrai, le coq coûte entre une trentaine de francs et une soixantaine de francs, ce qui correspond à aujourd'hui entre 150 et 250 euros, selon que l'on y ajoute tel ou tel accessoire. Donc vous pouvez chez vous, et c'est assez nouveau, écouter un morceau de musique dans votre salon. Une des forces de Pathé, c'est qu'elle va proposer le commerce de ces phonographes de manière différente et assez moderne, notamment à travers ce qu'on appelle des salons d'audition. Donc plusieurs étaient disposés sur les grands boulevards. Pathé n'était pas le seul à en avoir un, mais venir écouter des morceaux de musique et ensuite acquérir ou pas un appareil va être, disons en quelque sorte, un argument publicitaire. Pathé va procéder également à la vente à crédit, ce qui signifie pour un ouvrier ou pour un employé ou quelqu'un de la petite bourgeoisie, il va pouvoir acheter un phonographe en plusieurs mois. Et donc c'est l'entrée toujours du loisir dans le salon. Pendant plusieurs années, le phonographe va rapporter plus que le cinématographe chez Pathé. Pendant les premières années, la société va développer un catalogue très important, donc en France, mais aussi à l'étranger, en envoyant des voyageurs qui vont enregistrer des répertoires et constituer comme cela des catalogues. Et cette force de frappe, en fait, qui va s'étendre sur à peu près tous les continents, va en fait être une sorte un chemin dans lequel le cinématographe va s'engouffrer par la suite quand il se développera à partir des années 1902 et de manière très forte entre 1904 et 1908. Le cinématographe va connaître des débuts un peu plus lents, notamment parce que cinéma, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie appareil, pellicule, film.
salle de cinéma telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais en 1898, c'est quand même assez différent. On a quelques personnalités, comme par exemple Méliès, qui commencent à faire des films, à les vendre aux forains, mais c'est une industrie encore très artisanale. Et le plus de Pathé va être de développer une industrie en mettant au point des ateliers qui vont permettre de développer les négatifs, de tirer les pellicules, de les perforer aussi, parce qu'on a des pellicules qui arrivent des États-Unis, de chez Eastman Kodak, et qui ne sont pas perforées. Même les perforations à cette époque ne sont pas standards. On n'a pas encore de salle de cinéma, ou alors très peu. Le cinéma n'est pas une attraction vraiment fixe. Elle se développe principalement dans les foires et dans très peu de salles à Paris. On peut citer le magasin du Fayet, qui était rue de Clignancourt, et qui permettait à la petite bourgeoisie d'aller acheter un peu... Enfin, c'était pas du tout un magasin de luxe, mais ça permettait d'acquérir un peu tout, et notamment à crédit. Et ce magasin disposait d'une très belle salle de spectacle qui permettait la projection des films. Mais c'est un des rares cas à Paris et en province où on peut voir de manière presque permanente des films. Donc le cinéma, c'est une attraction des fêtes foraines, de quelques music-halls, de cafés-concerts, et ce n'est qu'à partir de la fin de 1906 et de manière plus affirmée à partir de 1907 que les salles vont se développer. En attendant, Pathé commence à proposer des films en embauchant ou en payant au forfait des personnes qui ont travaillé successivement avec les Lumières, avec Gaumont, mais en tout cas qui apportent des sujets qui sont, je dirais, tournés, mis en boîte, et dont on va vendre ensuite des copies. Et ce n'est qu'en 1901, à la fin de 1920, après l'exposition universelle, que Charles Pathé va embaucher un homme assez malin, Ferdinand Zecca, qui vient aussi de la foire, et qui va petit à petit développer ce qu'on peut appeler désormais, évidemment c'est pas la dénomination en 1901, ce qu'on peut appeler un service de production. Ferdinand Zecca va tourner des films avec l'ambition de réaliser des fictions beaucoup plus longues que ce qui était proposé auparavant. Donc ce sont des films en plusieurs tableaux. Un des titres les plus connus de cette période, c'est l'histoire d'un crime, donc qui est un film en, je crois, 4 ou 5 tableaux, qui est inspiré de scènes que l'on voit au musée Grévin. Et il va aussi proposer au cours de l'année, des années suivantes, une passion de notre Seigneur Jésus-Christ, donc un titre qui sera un des standards de Pathé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le Petit Poucet, la Belle au bois dormant, des films en plusieurs tableaux.
Donc on est encore à une période où on achète les films et le fourrin les passe X fois dans son projecteur jusqu'à ce qu'il soit usé et avant de commander des nouveautés donc à cette société Pathé. Donc en réalisant des films un peu plus ambitieux, Pathé va petit à petit développer un catalogue, c'est-à-dire qu'on a différents genres qui apparaissent. Dans les premières années, essentiellement ce qu'on appelle des vues de plein air. Des catalogues aussi, on voit beaucoup de danse. On peut voir des corridas. Donc on en voit, par exemple, Ferdinand Zecca fait un voyage à Barcelone. Il filme différentes vues en Espagne, des vues de voyage, des vues de plein air, des scènes d'acrobatie. Où on emploie des artistes du cirque et du music-hall. Et puis l'arrivée de fiction qui vont être classées sous des genres qu'on appelle vues comiques, féerie, scènes bibliques. On a aussi des drames. On arrivera à avoir chez Pathé une dizaine de genres et avec une majorité de films comiques. Et ce catalogue extrêmement étoffé, puisqu'on a plus de 600 films au cours de l'année 1907 qui sont proposés au catalogue. Ce catalogue très étoffé va être un des fers de lance de Pathé. Les films sont assez courts à leur début, donc une bobine, c'est 20 mètres, ça correspond à environ 50 secondes. C'est ce que proposent les frères Lumière à leur début. Et on arrive assez vite dans les années 1904-1905 à des films de 5-6 minutes. Et puis, dans les années 1907, à des films qui peuvent aller jusqu'au quart d'heure. Et avant la Première Guerre mondiale, il n'est pas rare qu'un film ait une durée d'environ 1 heure. Donc, un forain, quand il propose un programme, va naturellement, au début, proposer un ensemble de films assez courts. Et puis, quand on aura des salles fixes au cours des années 10, les programmes seront organisés autour d'un grand film, donc généralement un drame, auquel on ajoutera des films comiques, souvent un documentaire et les fameuses vues du Pathé Journal, donc que Pathé met au point à partir de 1908. Alors, comment s'organise la production des films? Au début, on tourne essentiellement en plein air. Et puis Pathé construit un premier édifice en 1901-1902, d'abord pour stocker ses décors, donc pour filmer des fictions. Ce théâtre va être agrandi, il est construit à Vincennes, ce théâtre va être agrandi, il va être doublé d'un second théâtre à Montreuil en 1904, et puis d'un autre théâtre, celui de la SCAGL en 1908, et jusqu'à la Première Guerre mondiale, Pathé aura développé et ouvert plusieurs théâtres en Europe et aux États-Unis. Mais c'est dans ces théâtres et aussi dans les rues adjacentes qu'on va tourner des films de fiction. Une partie des opérateurs de prise de vue est consacrée quand même aux scènes de plein air et aux vues de voyage. Et c'est un paramètre assez important dans le catalogue puisque Pathé va proposer comme des fenêtres ouvertes sur le monde des films qui vont être pris aux chutes du Niagara ou à Calcutta, en Afrique, lors de chasses, par exemple, aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que partout où le cinéma peut aller, il filme et les vues sont rapportées en France, développées et à nouveau exportées à travers le monde entier. De par son catalogue qui est très important, Pathé va proposer un nombre conséquent de films qui va lui permettre une avance qui est irrattrapable par ses concurrents. Richard Abel, qui est un historien américain, a par exemple écrit qu'en 1906, quand Pathé propose
un film par jour. Les studios américains, qui sont encore absolument naissants à cette période, n'en proposent qu'un par semaine. Donc la force de frappe est considérable, le genre de film l'est aussi, et la demande pour le cinématographe, en fait, vient essentiellement de l'étranger. 80% du chiffre d'affaires de la branche cinéma de Pathé va être rapidement fait par les marchés étrangers. En 1907, New York, certains mois, rapportent plus d'1 million de chiffre d'affaires juste pour le cinéma. Et Pathé installe donc entre 1904 et 1908 un certain nombre de succursales à travers le monde. Donc la plupart sont consacrées au cinéma et au phonographe. Certaines ne le sont qu'au cinéma. C'est le cas par exemple de la succursale espagnole et de la succursale américaine. Et ce sont ces marchés qui vont évidemment faire la célébrité et les affaires de Pathé. Ces succursales sont doublées parfois de comptoirs, de représentants à travers le monde, et elles sont transformées peu avant la guerre en sociétés. Ces sociétés sont souvent doublées d'un studio de prise de vue et même d'un laboratoire de tirage. Parce qu'en fait, à partir de 1910, Pathé va permettre et initier ce qu'on peut caractériser de production étrangère en créant des sociétés ou des marques à l'étranger. Et si on prend l'exemple des États-Unis, quand le conseil d'administration s'aperçoit que la concurrence devient extrêmement forte, le conseil d'administration décide la création d'un théâtre de prise de vue, donc sur la côte est, on est dans les environs de New York, et c'est le début de production donc dédiée vraiment à la culture d'un pays. Donc le chiffre d'affaires de Pathé va se développer de manière très intensive entre 1902 et 1907. Donc Pathé, grâce à ses marchés étrangers, va très vite acquérir le caractère de multinational et développer des usines et des studios donc en France et à l'étranger. Ces pôles de fabrication demeurent quand même l'Est parisien, puisqu'elle fait construire des usines à Joinville et aussi à Vincennes, qui sont consacrées donc au développement des négatifs, au tirage de la pellicule et à des traitements divers qui peuvent être le montage, le teintage, le coloriage. On donnait, ce sont des termes en fait qui disent que l'on donnait une certaine couleur. Le cinéma n'était pas forcément en noir et blanc, on pouvait teindre les copies, les colorier, les virer, etc. Et Pathé va aussi se mettre assez vite, avant 1910, à la fabrication de la pellicule. Voilà, ça c'est ce qu'on fabrique dans les usines. Un autre axe de développement de la société, c'est la location des films, puisqu'en 1907, la société décide de ne plus vendre des copies, mais de les louer, ce qui signifie que les bandes partent, reviennent, etc. C'est la création de l'exploitation en France et de tout un circuit de distribution. C'est aussi le moment où les salles se sédentarisent, où on propose des films qui sont, disons, à caractère un peu plus sérieux, même si ce n'est pas le terme exact. On fait appel à des auteurs qui viennent de la littérature, à des acteurs qui viennent de la scène parisienne pour tourner dans des films et aussi écrire des scénarios. C'est aussi à cette période que la société lance les Pathé Actualités, qui vont devenir le Pathé Journal. Donc ce sont des événements filmés par des opérateurs de prise de vue au cours de leur déplacement et qui vont être présentés dans les salles en France et à l'étranger. Il y a des journaux pour la France, il y a des journaux pour l'Italie, il y a des journaux pour différents autres pays. Les journaux se déclinent selon les territoires et tous les 15 jours, on
le spectateur pourra voir des sujets nouveaux. Et les actualités seront proposées jusqu'à une date très avancée dans les salles, jusque dans les années 70-80. Ces actualités vont se substituer aux films documentaires et aux vues de plein air, et les sujets seront proposés tous les 15 jours à peu près dans les salles de cinéma. C'est un début de programme, et Pathé va faire école puisqu'il sera copié par ses concurrents. Et le Pathé Journal sera diffusé jusque dans les années 1970 dans les salles françaises. Qui sont les concurrents de Pathé? D'abord Georges Méliès et les Frères Lumière. Donc on a vu que comme d'autres, en fait, Pathé va d'abord copier des sujets de Méliès. C'est une période où tout le monde fait un peu la même chose, avec des sujets qui sont souvent inspirés des pièces de théâtre ou des féeries du Châtelet. Et puis les Lumières jusqu'ici, les Lumières ont principalement donné des vues de plein air et vont refuser de commercialiser leur appareil, le cinématographe, ce qui va laisser un champ un peu plus libre à Pathé. Et petit à petit vont se développer des concurrents que l'on connaît bien aujourd'hui encore, comme par exemple Gaumont. Et à début des années 1900, vers les années 1907-1908, apparaissent des sociétés comme Lux, Éclair, Eclipse, etc. On est à un moment où il y a une sorte de bulle économique qui se crée autour de ce qu'on appelle le cinéma. Donc chacun tente sa chance, mais Pathé reste vraiment le leader, et le leader mondial jusqu'à la guerre de 14. Donc la notion de metteur en scène, de réalisateur n'existe pas encore, ou alors elle apparaît de manière très diffuse. On parle essentiellement d'opérateurs, donc des hommes d'origine sociale assez différente, qui ont une formation, qui se sont formés à cette technique cinématographique et qui tournent à manivelle, proposent des sujets ou tournent des scénarios proposés par d'autres, des petits scénarios qui sont considérés en fait comme des histoires qui sont écrites d'abord rapidement et permettent de plutôt bien gagner sa vie. Et en 1908-9, le monde de la littérature et du théâtre commence à s'intéresser au cinéma. Et là, non pas pour mieux arrondir ses fins de mois, mais parce que voilà, c'est un média qui les intéresse. La notion d'auteur commence à apparaître à ce moment-là, principalement à travers le nom d'hommes de lettres qu'on dénommerait aujourd'hui des scénaristes. C'est d'ailleurs à cette période que pour la première fois des noms et de scénaristes et de comédiens sont apposés sur les affiches de cinéma. Cette notion commence à apparaître, mais celle du metteur en scène le sera beaucoup plus tard, on va dire après la Première Guerre mondiale, bien que les équipes sont déjà assez bien organisées, avec un metteur en scène qui dirige en fait les opérations, et généralement 2 opérateurs de prise de vue, puisqu'on constitue 2 négatifs pour chaque tournage. En tout cas, c'est une habitude qui se prend de manière qui se prend chez Pathé et chez la plupart des concurrents. Une des forces de la société, c'est d'employer des ingénieurs qui viennent de Polytechnique, de Centrale, de l'école de physique et de chimie de Paris, et de manière assez nette à partir de 1906. Et donc Pathé va avoir des bureaux de recherche et de développement. Une partie de ces recherches va être appliquée dans de nombreux domaines qui concernent la fabrication de la pellicule, l'organisation du travail, le tirage des copies, etc. etc.
Parallèlement, Charles Pathé va constituer aussi un comité de direction qui lui permettra de créer en quelque sorte un contre-pouvoir par rapport à son conseil d'administration. Et dans ce comité de direction seront intégrés des ingénieurs à côté des directeurs des usines. Alors l'entrée en guerre de la France en 1914 va considérablement freiner les affaires de Pathé, puisque c'est une société qui s'est développée principalement à l'étranger. Donc évidemment tout ce qui est moyens de transport, production à l'étranger, dans les pays en guerre, ou alors les pays belligérants où les activités sont complètement arrêtées, ou les pays alliés où les activités sont freinées, aura permis à la société de se développer, va être considérablement réduit. Et Charles Pathé va recentrer son activité sur les États-Unis en développant un type de film comme les serials, qui sont des films à plusieurs épisodes. Donc les plus connus emploient une comédienne qui s'appelait Pearl White, qui joue à chaque fois des femmes extrêmement sportives, modernes, etc. On a à travers elle une image d'une héroïne extrêmement moderne. Et ces films vont extrêmement bien marcher, seront diffusés en France et par exemple vont passionner les surréalistes. Mais voilà, en tout cas, le fer de lance, c'est les États-Unis. Et Charles Pathé est conscient assez rapidement que la France est rattrapée par l'émergence et le développement des studios américains. Il le signale assez rapidement à son comité de direction et il ne pourra que le constater dans les années 20. Dans les années 1920, la société va se recentrer sur la fabrication de la pellicule et sur le tirage des copies. Elle va confier la production des films et leur distribution à une nouvelle société, Pathé Consortium Cinéma, qui sera, pilotée par Charles Pathé et sa garde rapprochée, mais les financements viennent de tiers. Et cette société va à son tour produire des films à épisodes, par exemple le premier, et c'est Les Trois Mousquetaires d'Henri Diamant-Berger. Et comme les suivants, il s'inspire de la littérature française, ou en tout cas il prend pour exemple des héros nationaux. On aura plus tard Fanfan la Tulipe, Surcouf. Pathé va aussi adapter Les Misérables. Ces productions vont être en quelque sorte vont servir à contrebalancer la concurrence américaine. Mais les marchés étrangers sont de toute façon tout à fait vraiment grignotés. On produit beaucoup moins, même si les films sont quand même assez prestigieux. Et les bénéfices, en quelque sorte, de Pathé vont plutôt venir, disons, de stratégies de placement qui sont faits à droite, à gauche. En tout cas, l'activité est considérablement réduite. Les années 20 correspondent aussi à la mise en place de la taylorisation dans les usines de Vincennes et de Joinville. Donc la spécialisation des tâches, bien évidemment, elle existe Pathé la met en place depuis les origines de la société, mais Charles Pathé s'intéresse quand même de façon assez précise et scientifique à la mise en place de ces méthodes à partir de 1921, et notamment parce que la société est proche de Charles de Fréminville, qui est l'un des chantres de la taylorisation en France. Et en 1925, plusieurs des services ont adopté en fait ces méthodes, moins pour des conditions de productivité, mais plutôt parce que ça permet parce que ça augmente la qualité de la fabrication. Les années 20 sont aussi caractérisées chez Pathé par le lancement du Pathé Baby,
qui est un tout petit appareil qui utilise de la pellicule ininflammable et que Pathé destine aux particuliers. Et c'est un appareil qui est vendu, sur les publicités de cet appareil mettent en scène des enfants, des femmes, un peu comme Kodak a pu le faire avec ses appareils photo. L'idée, c'est chacun peut l'utiliser de manière simple. Donc, on a d'abord un projecteur qui diffuse des films qui sont dans des bobineaux de 10 mètres, donc d'une durée de 4 ou 5 minutes. Et puis apparaît un an après le projecteur. Donc le projecteur est lancé en décembre 1922, la caméra quelques mois après, et elle va permettre à chacun de réaliser ses films et, si on le veut même, de les monter, de faire les cartons-titres, puisque les films sont encore muets, et d'opérer un certain nombre de gestes qui vont permettre à l'amateur de tourner un film et puis de le réaliser, de réaliser son film, de le fabriquer en quelque sorte chez soi et bientôt de le projeter. Cette gamme d'appareils, le Pathé Baby, va avoir un succès considérable et il n'est pas rare en fait que ces appareils se soient transmis pendant 2 ou 3 générations jusque dans les années 60, jusque dans les années 1960-1970. La production de Pathé dans les années 1920 est caractérisée par des films à épisodes, comme par exemple Jean Chouan, Vidocq, Mandrin, Fanfan la Tulipe, des films qui sont diffusés chaque semaine, environ 40 minutes chaque semaine dans les salles, et qui correspondent à des productions assez coûteuses, qui nécessitent des beaux décors, des costumes, etc. Et qui ont du fait de leur scénario, ont auprès du public un caractère assez sérieux et qui permettent de soutenir la concurrence des films américains. Charles Pathé a assez bien compris que l'intérêt, que la force du marché américain, c'était son territoire, donc qu'un négatif pouvait être rentabilisé extrêmement rapidement sur les territoires des États-Unis, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc produire, disons, des films à beau caractère va être sa politique pour se maintenir. C'est aussi à ce moment-là que Pathé va s'associer pour les premières fois, non pas pour distribuer ses programmes dans les salles, mais en tout cas pour les construire. C'est vraiment la naissance d'un parc de cinéma qu'on voit s'élaborer dans ces années. On a coutume de considérer que Pathé va faire des films assez populaires. Il n'empêche que la maison va faire appel à des cinéastes comme Abel Gans, avec qui Charles Pathé va entretenir des liens assez étroits depuis la fin de la guerre jusqu'à la fin des années 20. Abel Gans, Jean Kem, Fescourt ou Germaine Dulac vont produire pour Pathé des films tout à fait, des films d'auteur qui sont à la fois des films d'auteur et des films à caractère populaire. Je pense aussi à Jean Epstein. Donc des signatures qui sont importantes dans l'histoire du cinéma et qui permettent en fait de gommer cette frontière qu'on voit apparaître à la même époque entre les cinéastes, donc les films d'auteur, et disons qu'un cinéma plus populaire. Donc à la fin des années 20, la société a donc réduit ses activités, elle a vendu sa branche phonographique, elle s'est associée à Kodak pour fabriquer de la pellicule à Vincennes, et l'activité se concentre principalement avec le tirage des copies, la fabrication et le développement de la pellicule. Et Charles Pathé, qui est un homme qui a à ce moment-là plus de 60 ans, voit arriver le parlant à une période où son contrat prend fin, puisqu'il
Il avait signé pour 10 ans en 1919 et il décide de passer la main. Il prend sa retraite. Et c'est Bernard Nathan, qui est un homme assez actif puisqu'il a monté une société de production, laboratoire et distribution au début des années 20. C'est Bernard Nathan qui va prendre la suite. Et on verra au cours des décennies plusieurs directeurs se succéder. Et par exemple Adrien Remauget qui va prendre la tête de la société dans les années 40, puis Pierre Cabot, Pierre Vercel, etc. Et aujourd'hui Jérôme Sédou.